La coupe en cristal s'écrasa sur le sol de marbre du salon du Grand Hôtel Impérial de Lyon, avec un bruit qui fit taire toutes les discussions. Mon époux Henri, le visage livide, fixait intensément l'homme qui venait d'ignorer sa main tendue pour se diriger droit vers moi, l'épouse honteuse, qui devait rester dans l'ombre. Antoine Beaumont, le nouveau propriétaire de la société où Henri avait servilement travaillé pendant 20 ans, s'arrêta devant moi, les yeux brillants de larmes. « Je t'ai cherché durant 30 ans, murmura-t-il, en prenant mes mains avec une délicatesse qui me fit frissonner. Je t'aime toujours, Mathilde. » L'univers s'immobilisa. 200 convives dans cette salle de réception restèrent pétrifiés, tous les regards braqués sur nous. Mais moi, je ne voyais qu'Antoine, ce visage qui avait vieilli avec élégance, ces yeux qui demeuraient identiques à ceux qui m'avaient contemplé avec adoration quand nous avions 30 ans. Impossible. Tout cela était impossible. Reste en retrait. Ta tenue est indigne. C'est ce qu'Henri m'avait chuchoté à peine 1 heure plus tôt en franchissant le seuil de la soirée, sa main serrant mon bras assez fort pour y laisser des traces. Ma robe, une simple robe noire achetée en solde parce qu'Henri contrôlait chaque euro que je dépensais, était parfaitement convenable. Mais pour lui, j'incarnais toujours un embarras, un fardeau, quelque chose à supporter. Mais avant de poursuivre, je souhaite te faire une invitation toute particulière. Abonne-toi à la chaîne et laisse un pouce bleu. Cela me permet de voir que tu me soutiens et que mes récits te plaisent. Et dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu nous regardes. Maintenant, continuons. Pendant 25 années de mariage, Henri m'avait traité comme une domestique mal payée. Il m'avait isolée de mes amis, de ma famille, contrôlant chaque aspect de mon existence. « Personne ne voudrait de toi, répétait-il, tu as de la chance de m'avoir. » Et moi, dévasté par des pertes passées qu'il n'avait jamais entièrement connues, j'avais cru ses mensonges. Ce soir-là, il avait insisté pour que je l'accompagne uniquement parce que son supérieur avait précisé qu'il s'agissait d'un événement pour les couples. Je m'étais préparé en silence, me maquillant pour dissimuler les marques de fatigue de mes 61 ans, coiffant mes cheveux châtains striés de mèches blanches qu'il refusait que je teigne. Dépenses superflues. Et enfilant cette robe qui, honnêtement, me semblait élégante jusqu'à ce qu'il anéantisse toute confiance avec ses paroles. Dans la voiture, il avait répété son discours. « C'est le moment le plus crucial de ma carrière, Mathilde. Monsieur Beaumont vient d'acquérir toute la société. Si je réussis à l'impressionner, je pourrais devenir vice-président. Alors, pour une fois dans ta vie, essaie de ne pas tout gâcher. Souris s'il te parle, mais ne dis rien de stupide. » J'avais acquiescé en silence, comme à mon habitude. Mais maintenant, Antoine Beaumont, le milliardaire qui venait de racheter une entreprise de 500 millions d'euros, se tenait face à moi, tenant mes mains comme si elles étaient ce qu'il avait de plus précieux au monde. « Antoine !» Ma voix sortit comme un souffle brisé. « Non, ce ne peut pas être toi. »« C'est bien moi, mon amour, » répondit-il. Et sa voix, cette voix qui avait hanté mes songes durant 3 décennies, me confirma l'inimaginable. Je t'ai cherché partout. Je croyais que tu étais morte, que je t'avais perdue à jamais. Mais quand j'ai aperçu ton nom sur la liste des invités, inscrite comme épouse d'un employé, ses yeux glissèrent brièvement vers Henri avec quelque chose ressemblant à du mépris. J'ai su qu'il fallait que je vienne en personne. Henri finit par réagir, son visage passant du blanc au rouge de colère. « Que diable se passe-t-il ici, Mathilde? Tu connais Monsieur Beaumont ?» Les chuchotements dans la salle s'intensifièrent. Chacun observait, attendant une explication. Antoine ne lâcha pas mes mains. « La connaître, » déclara Antoine, sa voix s'élevant suffisamment pour que tous entendent, « c'est un euphémisme. Mathilde a été l'amour de ma vie, la femme qui allait devenir mon épouse, la personne que j'ai perdue il y a 30 ans, dans des circonstances que je ne comprends toujours pas entièrement. Mon cœur battait si fort que je crus m'effondrer sur place. 30 ans. 30 ans depuis cette nuit effroyable où Antoine avait disparu sans explication, me laissant dévastée, enceinte et seule. « Il faut que nous parlions, » dis-je, la voix tremblante. « Il y a des choses que tu ignores. »« Alors parlons, » répondit-il. « Maintenant, ce soir. Je t'en prie, Mathilde, accorde-moi la possibilité de t'expliquer pourquoi j'ai disparu. Et toi, explique-moi comment tu as pu finir avec lui.
Le mot « lui » sortit chargé d'un tel dédain que plusieurs invités retinrent des rires nerveux. Henri explosa. « C'est ridicule, Mathilde, nous partons immédiatement. » Mais pour la première fois en 25 ans, je n'obéis pas. « Non, dis-je. Je reste. » Et à cet instant, ma vie bascula définitivement. Le mot « non » résonna dans la salle comme une détonation. Jamais en 25 ans je n'avais dit non à Henri. Jamais je n'avais osé. Mais avec Antoine devant moi, avec la promesse de réponse que j'avais attendue durant 3 décennies, quelque chose en moi se brisa, ou plutôt se libéra. Henri m'agrippa le bras avec une brutalité féroce. « Mathilde, ne me fais pas passer pour un imbécile devant tous ces... »« Lâchez-la !» La voix d'Antoine était tranchante comme la glace. Immédiatement, 2 agents de sécurité apparurent comme par enchantement, flanquant Antoine. Ce n'étaient pas de simples vigiles. Ils avaient l'allure d'anciens militaires professionnels. Henri relâcha aussitôt mon bras, reculant d'un pas. « Monsieur Beaumont, j'ignorais que vous et ma femme, c'est-à-dire tout ceci est manifestement un malentendu. » Henri bafouillait, toute son arrogance s'évaporant. L'homme qui m'avait humilié quelques minutes auparavant tremblait désormais face à son nouveau patron. « Le seul malentendu, » dit Antoine avec un calme mortel, « c'est qu'un homme comme vous ait eu le privilège d'être auprès d'une femme comme Mathilde. » Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant instantanément. « Y a-t-il un endroit privé où nous pourrions discuter ?» L'un des organisateurs, visiblement fébrile, s'avança. « Monsieur Beaumont, nous avons le salon privé au 2e étage à votre disposition. »« Parfait. Mathilde, m'accompagnes-tu, s'il te plaît ?» Je regardais Henri. Son visage n'était qu'un masque de rage contenue, mais il n'osait plus rien dire. Les 200 convives nous observaient dans un silence absolu, attendant de voir ce qui allait suivre. Ce scandale alimenterait les conversations des cercles d'affaires pendant des mois. « Oui, » dis-je enfin, retrouvant ma voix. « Je viens avec toi. » Antoine m'offrit son bras avec la même galanterie que celle dont je me souvenais d'il y a 30 ans. Je le pris, sentant mes jambes flageoler tandis que nous nous dirigions vers l'escalier. Derrière nous, j'entendis Henri tenter de limiter les dégâts, parlant rapidement avec d'autres cadres, essayant d'expliquer l'inexplicable. Le salon privé était raffiné. Canapé de cuir, vue panoramique sur la ville, éclairage tamisé. Antoine demanda à ses gardes de patienter dehors et referma la porte. Soudain, nous étions seuls. Après 30 ans de séparation, nous nous regardions en silence. Maintenant, sous cette lumière plus douce, je pus vraiment le voir. Antoine avait 64 ans, 3 de plus que moi, mais l'âge l'avait favorisé. Ses cheveux, entièrement argentés, étaient parfaitement coiffés en arrière. Les rides sur son visage lui conféraient du caractère, non de la lassitude. Ses yeux restèrent les mêmes, intenses, intelligents, et désormais emplis d'une émotion si profonde qu'elle me coupa le souffle. « Je n'arrive pas à croire que ce soit toi, » dis-je, les larmes jaillissant enfin. « Antoine, je t'ai cherché, mon Dieu, je t'ai cherché partout. »« Et moi, pareillement, » répondit-il, sa propre voix se brisant. « Mathilde, mon amour, j'ai besoin que tu me racontes tout. Que s'est-il passé cette nuit-là ? 1 heure, nous planifions notre mariage. L'instant d'après, tu avais disparu, ton appartement vide, ton téléphone coupé, tes amies me disant qu'elles ignoraient où tu te trouvais. C'était comme si la terre t'avait englouti. Mon cœur s'arrêta. Moi, j'ai disparu ? Antoine, c'est toi qui as disparu. Je suis venu chez toi ce soir-là pour te dire quelque chose d'important. Et c'était désert. Le propriétaire m'a dit que tu avais rendu les clés cet après-midi même, que tu étais parti sans explication. La confusion sur son visage était sincère. C'est impossible. Je me suis rendu à ton appartement à 20 heures, comme convenu. J'ai frappé pendant 1 demi-heure. Ta voisine m'a dit que tu avais déménagé ce matin même, que tu avais laissé un mot disant que tu quittais la ville. Le monde tourna autour de moi. Je n'ai jamais laissé de mots. Je n'ai jamais déménagé volontairement. Je t'attendais chez moi jusqu'à 22 heures. Quand tu n'es pas venu, je suis allé chez toi. Et moi je frappais à ta porte à 20 heures. Répéta Antoine, son visage blêmissant, alors qu'il comprenait la même chose que moi. Quelqu'un nous a menti. Quelqu'un nous a séparés délibérément. Mais qui ? Pourquoi ? Antoine passa ses mains dans ses cheveux, un geste nerveux que je me rappelais parfaitement. Je l'ignore, mais je vais découvrir la vérité.
Mathilde, qu'allais-tu me dire ce soir-là? Tu as dit que c'était important. C'était la partie qui m'avait terrifiée pendant 30 ans. Antoine, j'étais enceinte de 3 mois. J'allais te dire que nous allions avoir un bébé. Le silence qui suivit fut total. Je vis l'information le frapper, ses yeux se remplirent de larmes. « Un bébé » murmura-t-il. « Nous avions un bébé. »« Nous avions » confirmai-je, les larmes ruisselant librement. « Une fille, Margot. Elle est née 6 mois après ta disparition. »« Où est-elle » demanda-t-il aussitôt. « Où est notre fille ?» Et voilà, la question qui avait détruit mon existence, la raison pour laquelle j'avais fini avec Henri, la raison pour laquelle j'avais survécu, mais jamais vraiment vécu. « Ah, elle est morte !» chuchotai-je. « À 3 jours de vie. Des complications, j'étais seule, sans argent, sans soutien. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, mais... » Antoine s'effondra sur le canapé, sanglotant ouvertement. Et moi, après 30 ans à garder cette douleur enfouie, je me permis enfin de pleurer avec quelqu'un qui comprenait, avec le seul homme que j'ai jamais véritablement aimé. Nous nous assîmes ensemble sur le canapé, nos mains entrelacées, comme si nous avions peur de nous lâcher et de disparaître à nouveau. Antoine prit mon visage entre ses mains, essuyant mes larmes de ses pouces, ce geste tendre qu'il faisait 3 décennies plus tôt quand je pleurais pour des broutilles. « Raconte-moi, » dit-il doucement. « Raconte-moi tout depuis le début. Comment était notre petite fille ?» Je respirais profondément, me permettant de retourner à cette époque, à cette douleur que j'avais enterrée si profondément pour pouvoir survivre. Elle était parfaite, Antoine. Elle avait ton nez, tes yeux, des cheveux sombres comme les tiens. Quand on l'a posée dans mes bras pour la première fois, la seule chose à laquelle je pouvais penser était combien je souhaitais que tu sois là. J'aurais dû être là. Sa voix se brisa. J'aurais dû être présent à chaque instant, la grossesse, la naissance, tout. Mathilde, pardonne-moi. Ce n'était pas ta faute, dis-je, bien que pendant des années j'ai nourri un ressentiment que je comprenais maintenant mal dirigé. Quelqu'un nous a fait cela. Quelqu'un nous a séparés intentionnellement. Et je vais découvrir qui, promit-il avec une intensité qui me rappela pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Antoine avait toujours été un homme d'action, d'une détermination inébranlable. « Parle-moi de nous » demandai-je, ayant besoin de me souvenir de quelque chose de beau avant d'affronter plus de souffrance. Comment étions-nous avant que tout soit détruit? Un sourire triste traversa son visage. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque universitaire de la Sorbonne. C'était en 1991. J'étais en dernière année d'ingénierie. Toi, tu étudiais la littérature. Tu m'es rentré dedans, portant une pile de livres si haute que tu ne voyais pas où tu allais. Je ris entre mes larmes. Camus, Sartre, Proust. J'avais une dissertation sur l'existentialisme et j'ai fini par t'aider à ramasser tous les livres, continua Antoine, ses yeux s'illuminant au souvenir. Je t'ai proposé un café pour m'excuser d'avoir été sur ton chemin alors que c'était clairement toi qui m'avais percuté. Et ce café s'est transformé en dîner, et ce dîner en petit déjeuner le lendemain, parce que nous avons parlé toute la nuit dans ce petit café ouvert 24 heures, me rappelai-je. De littérature, d'ingénierie, de nos rêves. Tu voulais être professeur, voyager à travers le monde pour enseigner le français. Moi, je voulais construire des choses, créer des solutions technologiques qui changeraient des vies. Tu as réussi, dis-je en le regardant. L'homme qui a racheté une entreprise de 500 millions. Comment es-tu passé d'étudiant en ingénierie sans le sou à tout cela? Son expression s'assombrit. Après t'avoir perdu, je n'avais plus rien. J'ai quitté le pays. J'ai travaillé comme un forcené. J'ai fondé ma première entreprise technologique avec des économies et des prêts. Je l'ai vendue 5 ans plus tard pour 20 millions. Puis une autre, et encore une autre. Chaque succès sonnait creux parce que je n'avais personne avec qui le partager. Je me suis mariée une fois, essayant de combler le vide. Cela a duré 3 ans. C'était quelqu'un de bien. Mais ce n'était pas toi. As-tu des enfants? Demandai-je, bien que la réponse allait me faire mal. Non, j'en voulais, mais je ne pouvais pas. Chaque fois que je pensais à avoir un enfant avec quelqu'un d'autre que toi, j'avais l'impression de trahir notre Margot. Les larmes revinrent dans ses yeux. Même si je ne savais pas consciemment qu'elle avait existé, je crois qu'une part de moi l'a toujours su.
Nous restâmes en silence, assimilant 3 décennies de douleur et de perte. « Et toi ?» demanda-t-il finalement. « Comment as-tu fini avec cet homme ?»« Avec Henri. » La honte m'envahit. J'étais brisée, Antoine. Après avoir perdu notre bébé, après t'avoir perdu toi, j'étais vide. Ma famille m'avait tourné le dos quand j'étais tombée enceinte sans être mariée. Je vivais dans un appartement misérable, enchaînant 3 emplois pour survivre. Henri était comptable dans l'un des bureaux où je faisais le ménage la nuit. Il m'a offert la stabilité, la sécurité. Il t'aimait ? Non, admis-je. Et je ne l'aimais pas non plus. Mais à ce moment-là, je ne croyais pas mériter l'amour. Je pensais que la stabilité suffisait. Nous nous sommes mariés 6 mois après nous être rencontrés. C'était une erreur dès le premier jour. Il t'a maltraité. La fureur dans la voix d'Antoine était palpable. Pas physiquement, du moins pas vraiment, mais émotionnellement, Antoine, il a fait de moi une ombre. Il a contrôlé chaque aspect de ma vie. Il m'a éloignée de quiconque aurait pu me rendre heureuse. Il m'a convaincue que je ne valais rien, que personne d'autre ne voudrait de moi. Antoine prit mon visage entre ses mains. « Écoute-moi, Mathilde. C'est faux. Tu as toujours tout mérité. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Pendant 30 ans, je t'ai cherché. J'ai engagé des détectives privés, consulté des bases de données, suivi chaque piste. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pourquoi maintenant ? Demandai-je. Pourquoi as-tu racheté cette entreprise ? C'est une coïncidence ? Non, admit-il. Il y a 6 mois, l'un de mes enquêteurs t'a enfin retrouvé. J'ai vu ton nom sur les réseaux sociaux de l'entreprise, inscrite comme épouse d'un employé. J'ai racheté toute la société uniquement pour avoir une raison de te revoir, pour savoir s'il restait une possibilité. Tu as acheté une entreprise de 500 millions pour moi ? J'aurais payé 1000 fois plus, dit-il simplement. Et à cet instant, je sus que je l'aimais encore. Je n'avais jamais cessé de l'aimer. Nous passâmes l'heure suivante à parler, comblant les vides de 3 décennies. Mais finalement, je dus lui révéler la vérité complète sur ma vie avec Henri. Antoine avait besoin de comprendre ce qu'était devenu mon existence pendant toutes ces années. Au début, Henri semblait correct, commençai-je en tordant nerveusement mes mains. Gentil même. Il m'apportait des fleurs bon marché, me disait que j'étais jolie. Après des mois à me sentir invisible, cette attention était comme de l'eau dans le désert. Je m'y suis accrochée. « Ah, quand est-ce que ça a changé ?» demanda Antoine, la mâchoire crispée, pendant la lune de miel. L'amertume de ce souvenir me brûlait encore. Nous sommes allés dans un hôtel économique sur la côte normande. La première nuit, après, enfin, tu vois, il m'a dit d'un ton détaché « Tu devrais me remercier. Aucun autre homme n'aurait voulu d'une femme abîmée avec un bébé mort. » Antoine ferma les yeux, la douleur traversant son visage. Mon Dieu, Mathilde. C'était comme si un masque était tombé. Le Henri aimable avait disparu, remplacé par quelqu'un de cruel et dominateur. Quand nous sommes rentrés, les règles ont commencé. Je n'avais pas le droit de travailler hors de la maison. « J'ai besoin de toi ici », disait-il. Mais en réalité, c'était pour me contrôler. Pas d'amis. Elles veulent juste profiter de nous. Pas de contact avec ma famille. Ils t'ont abandonné quand tu avais besoin d'eux. Pourquoi y retourner ? Et tu as accepté tout cela ? J'étais brisée, Antoine. Je n'avais pas la force de me battre. Et il était très habile. Ce n'était pas un abus évident. C'était une érosion lente. Une remarque dépréciante par-ci, une critique par-là. Cette robe te grossit. Ce plat est infect. Tu ne sais rien faire correctement. 25 ans de cela, jour après jour, jusqu'à ce que je commence à y croire. Antoine se leva, marchant vers la fenêtre, les poings serrés. Je devrais le tuer. Il ne vaut pas la peine d'aller en prison pour lui, dis-je d'une voix lasse. Ce soir, quand il m'a dit que ma robe était indigne, cela ne m'a même pas autant affecté que cela aurait dû. Je me suis tellement habituée à ces insultes qu'elles sont devenues un bruit de fond. Tu n'as jamais pensé à le quitter ? Tout le temps. Mais il contrôlait tout l'argent. Je n'avais pas d'économie, pas de compétences professionnelles à jour, nulle part où aller. Et il avait convaincu tous ceux qui auraient pu m'aider que j'étais le problème. Sa famille me détestait. Pauvre Henri, coincé avec une épouse dépressive et inutile. Ses amis me regardaient avec pitié. Quelle patience à cet homme. Il t'a été infidèle ? Probablement. Il rentrait tard, sentant le parfum d'une autre. J'ai trouvé des messages suspects,
Mais honnêtement, j'ai ressenti du soulagement plus que de la douleur. Cela signifiait qu'il me laissait tranquille. Antoine se tourna vers moi, l'horreur dans les yeux. « Mathilde, ce n'est pas une vie, c'est une simple existence. Je sais, je le sais depuis des années. Mais à 40 ans, à 50 ans, qui voudrait d'une femme d'âge mûr, sans argent, sans formation pertinente, sans rien à offrir? Je m'étais résignée à vivre ainsi jusqu'à ce que l'un de nous deux meure. Qu'as-tu fait de ton temps, toutes ces années? J'ai nettoyé, cuisiné, regardé des feuilletons, lu des livres de la bibliothèque, la seule chose qu'Henri permettait, parce que c'était gratuit. J'ai rêvé d'une vie différente, sachant qu'elle ne viendrait jamais. Je marquai une pause, les larmes menaçant à nouveau. Et j'ai pensé à toi, à nous, à notre Margot, à ce que nous aurions pu être. Il sait pour moi, pour nous? Non, je ne lui ai jamais raconté. Je lui ai dit que le père de mon bébé m'avait abandonné. Il a utilisé cela contre moi pendant des années. Au moins, moi je suis restée avec toi, pas comme ce lâche. Si j'avais su que tu ne m'avais pas abandonné volontairement, que nous avions été séparés. Quelqu'un nous a séparés, répéta Antoine, revenant s'asseoir près de moi. Et j'ai besoin de savoir qui et pourquoi. As-tu une idée? Quelqu'un qui aurait voulu nous séparer? Je réfléchis soigneusement. Ta famille ne m'a jamais vraiment accepté. Ils pensaient que j'étais d'une classe sociale inférieure, que je te distrayais de ta carrière. Mais ils ne savaient pas pour la grossesse. Et même s'ils désapprouvaient, je ne les crois pas capables d'une telle chose. Et la tienne? Suggéra-t-il amèrement. Mon père était furieux quand j'étais tombée enceinte. Il a dit que j'avais déshonoré la famille. Il aurait pu... Nous allons tout faire examiner, promit Antoine. J'ai maintenant des ressources que je n'avais pas alors. Nous découvrirons la vérité. Un coup à la porte nous interrompit. L'un des agents de sécurité passa la tête. Monsieur Beaumont, l'épouse, pardon, l'ex-épouse de Monsieur Renard, insiste pour qu'il revienne. Elle dit qu'elle doit récupérer certaines affaires et qu'il doit la raccompagner à la maison. Antoine et moi échangeâmes un regard. La réalité s'imposait à notre bulle de souvenirs et de confessions. « Que veux-tu faire » demanda Antoine. « Je peux demander à mes gardes de te raccompagner en sécurité chez toi. Ou tu peux rester ici. Je peux te réserver une chambre à l'hôtel. » Je pensais à rentrer chez Henri, à ses cris, ses accusations, sa fureur pour l'avoir humilié publiquement. À 25 années supplémentaires de la même chose. « Je ne veux pas rentrer, » dis-je, me surprenant moi-même par la certitude de ma voix. « Pas ce soir, peut-être jamais. » Antoine sourit, un sourire sincère et chaleureux qui illumina son visage. « Alors, tu ne rentreras pas. » Antoine réserva la suite présidentielle de l'hôtel pour moi, une chambre qui coûtait probablement plus par nuit que ce qu'Henri me donnait pour les dépenses en un mois. Quand nous entrâmes, je restais bouche bée devant l'élégance. Sol de marbre, mobilier de créateur, baies vitrées du sol au plafond avec vue sur la ville illuminée. C'était comme pénétrer dans un autre monde. « Je ne peux pas accepter cela, » protestai-je faiblement. « C'est trop. » « Mathilde. » Antoine prit mes mains, me regardant avec cette intensité qui m'avait toujours fait fondre. « Après 30 ans à te chercher, après t'avoir trouvée prisonnière d'un mariage misérable, crois-tu vraiment que le prix d'une chambre d'hôtel m'importe? Tu pourrais me demander d'acheter l'hôtel entier et je le ferais sans hésiter. »« Mais Henri ne va rien faire, » interrompit Antoine fermement. « Demain, mes avocats viendront te voir. Nous allons entamer ta procédure de divorce. Nous allons nous assurer que tu sois protégée financièrement. Et nous allons garantir que cet homme ne pose plus jamais la main sur toi. Je n'ai pas d'argent pour des avocats. Je n'ai d'argent pour rien. J'ai assez d'argent pour nous deux, et pour 100 autres personnes. S'il te plaît, laisse-moi faire cela. Laisse-moi t'aider à sortir de cette prison. » Je me laissai tomber sur le canapé de velours, la réalité de la situation me frappant enfin. Tout cela est de la folie. Il y a 6 heures, j'étais dans ma cuisine à préparer le dîner d'Henri, résigné à vivre ainsi jusqu'à ma mort. Maintenant, je suis dans une suite de luxe avec l'homme que j'ai aimé il y a 30 ans, parlant de divorcer. Comment ma vie peut-elle changer si vite? Antoine s'agenouilla devant moi, prenant mes mains entre les siennes. Parce que parfois la vie nous offre des secondes chances quand nous nous y attendons le moins. Mathilde, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne t'offre pas tout cela par pitié, ni par culpabilité, ni parce que je me sens responsable de ce qui s'est passé.
Je te l'offre parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour en 30 ans. Antoine, laisse-moi finir, dit-il doucement. Quand je t'ai cherché toutes ces années, ce n'était pas juste par nostalgie ou pour clore un chapitre. C'était parce qu'une partie de moi a toujours su que ce que nous avions était réel, était pour toujours. J'ai bâti un empire, mais chaque réussite sonnait creux parce que tu n'étais pas là pour la partager. Je me suis réveillée des milliers de matins en me demandant où tu pouvais être, si tu étais heureuse, si tu pensais à moi. Les larmes coulaient sur mes joues. J'ai pensé à toi tous les jours. Chaque fois qu'Henri m'insultait, je me réfugiais dans les souvenirs de la façon dont tu me faisais me sentir aimée, précieuse. Ce sont ces souvenirs qui m'ont gardée saine d'esprit. Alors donne-moi la chance de te faire ressentir cela à nouveau. Je ne dis pas que nous devons nous marier demain ou revenir là où nous en étions il y a 30 ans. Nous sommes tous les deux des personnes différentes maintenant. Nous avons vécu des vies entières, mais je veux connaître la Mathilde de 61 ans, tout comme tu connaîtras l'Antoine de 64. Je veux que nous ayons le temps qui nous a été volé. Et si nous découvrons que nous ne sommes pas compatibles, que l'amour que nous ressentions n'était que la nostalgie de la jeunesse? Alors, au moins, nous le saurons, répondit-il. Mais Mathilde, regarde-moi. Est-ce que cela ressemble à de la nostalgie? Nos yeux se rencontrèrent, et le courant électrique qui avait toujours existé entre nous était toujours là, aussi puissant que jamais. 30 ans ne l'avaient pas diminué d'un iota. Non, admis-je. Cela ressemble à un retour chez soi. Antoine sourit. Ce sourire qui m'avait fait tomber amoureuse de lui quand j'avais 30 ans. Exactement. Alors que dis-tu? Me donnes-tu la permission de t'aider, de te sortir de cet enfer et de te donner la vie que tu as toujours méritée? Oui, dis-je sans hésiter cette fois. Oui, Antoine, aide-moi à sortir de là. Il se leva et me prit dans ses bras. Et pour la première fois en 25 ans, je me sentis complètement en sécurité. Je pleurais contre sa poitrine, des années de douleur et de solitude s'échappant par vagues. Il me tint, caressant mes cheveux, murmurant des paroles de réconfort à mon oreille. « Demain commence ta nouvelle vie, promit-il. Mais ce soir, tu as besoin de repos. Quand as-tu dormi pour la dernière fois sans t'inquiéter de l'humeur d'Henri au réveil? Je ne m'en souviens pas, admis-je. Alors dors. Cette suite a tout ce dont tu as besoin. Demain, je t'apporterai de nouveaux vêtements, tout ce que tu voudras. Et ensuite, nous parlerons aux avocats. Où seras-tu, toi? Dans la suite d'à côté, à un coup de sonnette si tu as besoin de moi. » Il marqua une pause. « Mathilde, je ne veux pas te brusquer. Je n'attends rien. Je veux juste que tu sois en sécurité et à l'aise. »« Je sais, » dis-je en touchant sa joue. « Tu es la même bonne personne que j'ai connue il y a 30 ans. Juste avec plus de moyens maintenant. » Il rit doucement. « Et plus de cheveux blancs. »« Ils te vont bien, » dis-je, me surprenant moi-même avec ce flirt. Cela faisait des décennies que je n'avais fait du charme à personne. Ses yeux s'assombrirent d'une émotion que je reconnus. « Fais attention, Mathilde. J'ai peut-être 64 ans, mais mon cœur bat pour toi comme si j'en avais 30. » Nous restâmes à nous regarder, la tentation de combler la distance entre nous presque insoutenable. Mais Antoine recula, se maîtrisant. « Avant de continuer, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire jusqu'ici et ce que tu ferais à sa place. Ne quitte pas la vidéo car ce qui suit va te donner des frissons. Tu as besoin de temps, dit-il fermement. Du temps pour assimiler, pour guérir, pour décider ce que tu veux sans pression. Je te promets que je ne vais pas disparaître. Cette fois, personne ne va nous séparer. » Après son départ, j'explorais la suite en état de choc. La salle de bain avait une baignoire à remous, des produits de luxe, des peignoirs moelleux. Le placard contenait une chemise de nuit neuve avec l'étiquette encore accrochée. Antoine avait pensé à tout. Le lit était immense, recouvert de draps dont le nombre de fils devait dépasser tout ce que j'avais jamais touché dans ma vie. Je pris un long bain, laissant l'eau chaude détendre des muscles tendus par des années de stress. J'enfilai la chemise de nuit en soie, quelque chose qu'Henri ne m'aurait jamais permis d'acheter. Dépense frivole, et me regardais dans le miroir. La femme qui me renvoya mon regard avait toujours 61 ans. Les rides autour de mes yeux, les cheveux blancs, la peau qui avait perdu son élasticité. Mais il y avait quelque chose de différent dans mes yeux, une lueur que je n'avais pas vue depuis des décennies, de l'espoir.
Mon téléphone, que j'avais laissé dans mon sac, se mit à sonner. C'était Henri, qui appelait pour la 10e fois. Je l'ignorais, mais vis ensuite qu'il avait laissé des messages vocaux. Contre mon bon sens, j'en écoutais un. « Mathilde, tu as intérêt à rentrer immédiatement. J'ai dû quitter la soirée comme un idiot parce que ma femme est partie avec mon patron. Tu as idée de ce que tu as fait à ma réputation ? Quand tu seras à la maison, nous aurons une conversation très sérieuse sur ton comportement. Et cet homme, je ne sais pas quel mensonge tu lui as raconté, mais je vais tout éclaircir demain. Tu es ma femme, non ? » Je supprimais le message. Puis, les doigts tremblants, je bloquais son numéro. Un geste si simple, mais qui ressemblait à couper une chaîne. J'étais sur le point de me coucher quand j'entendis un coup léger à la porte. Je regardais par le judas. C'était Antoine, toujours dans son costume, mais semblant plus détendu. J'ouvris. « Il y a un problème ? Je n'arrivais pas à dormir sans m'assurer que tu allais bien, admit-il. « Je peux entrer un moment ?» Je le laissai entrer. Il regarda autour de la suite, vérifiant que tout était en ordre. Un geste protecteur qui me toucha. « Henri appelle, dis-je. Je l'ai bloqué, mais je suis sûr qu'il trouvera d'autres moyens de me contacter. Demain, nous changerons ton numéro et mes avocats lui enverront une lettre de cessation. Il ne pourra plus te harceler. » Il marqua une pause. « Mathilde, il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose d'important. »« Quoi ?» Mes enquêteurs ont commencé à creuser sur la façon dont nous avons été séparés il y a 30 ans. Et ils ont trouvé quelque chose qui va tout changer à ce que nous pensions savoir. Son expression était grave, presque sombre. « Mais je ne veux pas te le dire ce soir. Tu as eu assez d'émotions pour une journée. »« Antoine, tu ne peux pas dire ça et t'attendre à ce que je dorme tranquille. » Il hésita. « Tu es sûr de vouloir savoir maintenant ? » « J'ai besoin de savoir. » Antoine respira profondément. « D'accord, assieds-toi. » Nous nous assîmes ensemble sur le canapé. Antoine prit mes mains. Mes enquêteurs ont retracé les mouvements d'il y a 30 ans. Registre de déménagement, annulation de service, tout. Et ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Ton appartement a été vidé le même jour que le mien. Les services ont été annulés avec des signatures qui semblent falsifiées. Et il y a une trace de paiement. Quelqu'un a payé 5 000 € à l'entreprise de déménagement pour faire disparaître nos affaires. Qui ? C'est la partie qui va te choquer. Il marqua une pause, luttant visiblement avec la façon de le dire. Le chèque a été signé par Henri Renard. Le monde s'arrêta. « Quoi ?» murmurai-je, certaine d'avoir mal entendu. « Henri, ton mari, il y a 30 ans, il a payé pour nous séparer, pour nous faire croire que nous nous étions abandonnés l'un l'autre. » La pièce tournoya. La nausée me monta à la gorge. « Non, c'est impossible. J'ai connu Henri 3 ans après ta disparition. Il ne pouvait pas, il n'avait aucune raison de... »« À moins qu'il ne te connaissait déjà avant, » dit Antoine doucement. « À moins qu'il t'ait observé, qu'il ait attendu. Et qu'il ait vu en moi un obstacle à éliminer. » Les pièces commencèrent à s'assembler dans mon esprit, formant un schéma horrible. Henri travaillait au service comptabilité de l'université quand j'y étudiais. Je l'avais vu dans les couloirs, mais nous n'avions jamais parlé. Ou si ? Mon Dieu, murmurai-je. Il savait. Il a su pour nous depuis le début. Il nous a séparés délibérément pour pouvoir m'avoir. Et à cet instant, tout, 25 ans de mariage misérable, d'abus émotionnels, d'isolement, prit une signification entièrement nouvelle et monstrueuse. Je ne pus dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, mon esprit rejouait 25 ans de mariage sous un éclairage entièrement nouveau et terrifiant. Chaque coïncidence qui m'avait mené à Henri semblait maintenant calculée, préméditée, partie d'un plan macabre. À 6 heures du matin, j'appelai Antoine. Il décrocha à la première sonnerie. De toute évidence, il n'avait pas dormi non plus. « J'ai besoin de tout voir, » dis-je sans préambule. « Chaque document, chaque preuve. J'ai besoin de comprendre exactement ce que ce monstre m'a fait. » 1 heure plus tard, nous étions dans la suite d'Antoine avec son équipe d'enquêteurs. Il y avait 3 personnes, 2 hommes et une femme, tous d'apparence professionnelle et sérieuse. La table était couverte de documents, de photographies et de rapports. « Madame Renard, » commença l'enquêtrice, une femme d'une 40aine d'années nommée Patricia Lefebvre, « ce que nous allons vous montrer est perturbant. Si à tout moment vous avez besoin d'une pause, dites-le. »« Montrez-moi, » répondis-je.
ma voix plus ferme que je ne me sentais. Patricia ouvrit le premier dossier. Nous avons commencé par enquêter sur le jour où vous et M. Beaumont avez été séparés, le 15 septembre 1994. Les registres montrent que votre appartement a été vidé par l'entreprise Déménagement Rapide Martin à 7 heures du matin. L'appartement de M. Beaumont a été vidé à 14 heures par la même entreprise. « Mais j'étais dans mon appartement ce matin-là », protestai-je. « Personne n'est venu ?» « Parce que ce n'était pas votre appartement. Votre véritable adresse était avenue de la Liberté 234, appartement 12, mais les déménageurs sont allés au 24, l'immeuble voisin, appartement 12. Cet appartement était vide, prêt pour de nouveaux locataires. Mon esprit luttait pour assimiler. Alors, mes affaires ont été emmenées dans un garde-meuble qu'Henri Renard avait loué 2 semaines auparavant. Voici le contrat avec sa signature. Patricia fit glisser un document jauni sur la table. Je le regardais, incrédule. La signature était définitivement celle d'Henri. Je reconnaissais son écriture après 25 ans. Mais pourquoi? Comment savait-il pour Antoine et moi? L'un des enquêteurs, un homme plus âgé nommé Serge Martin, prit la parole. Henri Renard travaillait au bureau de comptabilité de l'université. Il avait accès aux dossiers étudiants, y compris les adresses. Nous avons trouvé des notes dans d'anciens fichiers de l'université avant que tout soit numérisé. Des notes manuscrites vous concernant. Vos horaires de cours, vos habitudes, où vous preniez votre café. La nausée me monta à la gorge. Il me harcelait, essentiellement. Oui, nous avons des déclarations de collègues de cette époque qui se souviennent qu'Henri mentionnait beaucoup une étudiante en littérature. Ils pensaient que c'était juste une admiration à distance, rien de dangereux. Comment a-t-il su pour ma grossesse? Demandai-je, bien qu'une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Patricia sortit d'autres documents. Il travaillait au département qui traitait les assurances médicales étudiantes. Il a vu votre demande de soins prénataux. C'était 2 semaines avant votre séparation de M. Beaumont. Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, explosa. Ce salaud a vu qu'elle était enceinte et a décidé de nous séparer pour la voir quand elle serait vulnérable. C'est pire que ça, dit Patricia doucement. Madame Renard, vous souvenez-vous exactement quand vous avez rencontré par hasard Henri après avoir perdu votre bébé? 3 mois après, au bureau où je faisais le ménage la nuit. Ce n'était pas un hasard. Henri a démissionné de son poste à l'université et a spécifiquement postulé au poste de comptable dans cette entreprise parce qu'il savait que vous y travailliez. Nous avons ses lettres de candidature. Il a spécifiquement demandé le service de nuit pour raisons personnelles. La pièce tournoya. Il a tout planifié, chaque maudit instant. Il y a plus, dit Serge, son expression sombre. Votre bébé, Margot, est décédée à l'hôpital général de Nantes, n'est-ce pas? Oui, 3 jours après sa naissance. Complications respiratoires, m'a-t-on dit. Avez-vous jamais vu le dossier médical complet? Non, j'étais tellement dévastée, tellement seule. Les médecins m'ont expliqué, j'ai signé des papiers, je l'ai enterré. Je n'ai jamais demandé les dossiers. Nous les avons obtenus, dit Patricia en faisant glisser un autre dossier. Et il y a des incohérences. Selon ces dossiers, votre bébé n'avait pas de complications sévères. Elle était prématurée, mais stable. Cependant, il y a une note ici, du 3e jour, qui dit qu'il y a eu des complications soudaines pendant le changement d'équipe des infirmières. Qu'insinuez-vous? Murmurai-je, une terreur absolue m'envahissant. Je dis que nous avons besoin d'une enquête complète. Parce que nous avons aussi trouvé ceci. Patricia sortit une photographie floue, ancienne, d'une caméra de sécurité de l'hôpital. C'est du couloir de la maternité, la nuit où votre bébé est morte. Reconnaissez-vous cet homme? Je regardais la photo. Elle était granuleuse, en noir et blanc, mais la silhouette était indubitable. Henri, gémis-je. Non, 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 il n'a pas pu. Mon bébé... Antoine me prit dans ses bras tandis que je tremblais, le choc et l'horreur entrant en collision. Nous avons besoin de preuves définitives, dit-il aux enquêteurs, sa voix maîtrisée mais mortelle. Exhumation si nécessaire. Témoignage du personnel hospitalier de cette époque. Tout. Nous y travaillons déjà, monsieur Beaumont, assura Serge. Nous avons un contact au parquet. Étant donné le schéma de comportement obsessionnel, la manipulation systématique et ses preuves circonstancielles, ils sont disposés à ouvrir une enquête criminelle. Criminelle. Je pouvais à peine former des mots.
Madame Renard, dit Patricia gentiment, si Henri a fait ce que nous soupçonnons, vous séparez de votre compagnon, vous harcelez systématiquement et possiblement ce qui est arrivé à votre bébé, nous parlons de crimes graves. Harcèlement aggravé, fraude, falsification de documents et potentiellement meurtre, termina Antoine, le mot tombant comme une bombe. Potentiellement meurtre. Je ne pouvais plus respirer. La pièce rétrécissait, les murs se refermaient. Mon bébé, ma petite Margot. Henri l'avait. J'ai besoin d'air, réussis-je à dire. Antoine me guida vers le balcon. L'air frais du matin me frappa, m'aidant à retrouver un semblant de contenance. En bas, la ville s'éveillait, des gens allant au travail, vivant des vies normales, tandis que ma vie, tout ce que je croyais savoir, s'effondrait. Je ne sais pas si je peux supporter cela, admis-je. Si nous découvrons qu'il a tué notre fille. Alors il pourrira en prison pour le reste de sa misérable existence, dit Antoine avec une fureur froide que je ne lui avais jamais vue. Et je m'assurerai personnellement que chaque jour de ces années soit un enfer. 30 ans, murmurai-je. 30 ans de ma vie volée par un psychopathe obsédé. 25 ans marié à l'homme qui a assassiné mon bébé. Notre bébé, corrigea Antoine doucement. Et nous allons obtenir justice pour elle, pour toi, pour nous. Nous retournâmes à l'intérieur. Les enquêteurs avaient organisé davantage de documents. Il y a une dernière chose que vous devez savoir, dit Patricia. Henri a des dettes. Beaucoup. Près d'un demi-million d'euros entre prêts, cartes de crédit et jeux d'argent. Jeux d'argent? C'était nouveau. Il a un problème de jeu. Il le cache depuis des années. La raison pour laquelle il contrôlait chaque euro que vous dépensiez n'était pas seulement pour dominer. C'était parce qu'il avait besoin de cet argent pour ses dettes. Chaque révélation était une nouvelle trahison. Alors quand il me disait qu'il n'y avait pas d'argent pour des vêtements corrects, pour le dentiste, pour quoi que ce soit, il le dépensait dans les casinos, confirma Serge. Et maintenant, il est désespéré. Ses créanciers font pression. C'est en partie pourquoi il était si désespéré d'impressionner M. Beaumont hier soir. Il espérait une promotion, une augmentation, n'importe quoi pour sortir de son gouffre financier. Au lieu de cela, son monde a explosé, dit Antoine avec une sombre satisfaction. Mon téléphone, qui était resté silencieux depuis que j'avais bloqué Henri, vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Mathilde, c'est ta sœur Hélène. Henri m'a appelé en disant que tu fais une crise de nerfs, que tu as disparu de la soirée et que tu es avec un inconnu. Je suis inquiète. S'il te plaît, appelle-moi. Hélène. » Ma sœur cadette que je n'avais pas vue depuis 15 ans parce que Henri m'avait convaincu qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne cherchait qu'à profiter de moi. « C'est un piège, » dit Antoine en lisant par-dessus mon épaule. « Il veut te localiser. »« Non, » dis-je lentement, une idée se formant. « C'est une opportunité. Hélène et moi étions très proches avant Henri. Si je peux renouer avec elle, j'ai de nouveau une famille. J'ai des témoins de qui j'étais avant lui. Tu es sûr ? Absolument. Je regardais les enquêteurs. Pouvez-vous trouver où vit Hélène maintenant ? Je veux la voir aujourd'hui. Considérez que c'est fait, dit Patricia. Antoine me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. La Mathilde que j'ai connue est en train de revenir. Non, corrigeai-je, sentant quelque chose durcir en moi. Je deviens quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne permettra plus jamais d'être une victime. Et tandis que je regardais les documents éparpillés, preuve de 30 ans de manipulation, d'obsession et de meurtre potentiel, je sus qu'Henri Renard était sur le point de découvrir qu'il avait commis une erreur fatale. Il m'avait sous-estimé, et maintenant, il allait payer pour chacun de ses crimes. Hélène pleura quand elle me vit. 15 ans s'étaient écoulés, mais elle me serra dans ses bras comme si c'était hier. Mon Dieu, Mathilde, je pensais t'avoir perdue pour toujours. Nous nous retrouvâmes dans un café neutre, avec Antoine et ses gardes discrètement installés à une table voisine. Ma sœur, maintenant âgée de 58 ans, avait belle allure. Cheveux courts et modernes, vêtements élégants, confiance dans ses mouvements, tout ce que je n'étais pas, ou ce que j'avais été jusqu'à hier. Henri m'a dit que tu ne voulais pas me voir, commençai-je, la voix brisée. Que tu avais dit à tout le monde que j'étais un fardeau, que tu regrettais d'avoir une sœur aussi pathétique. Hélène blêmit. Quoi ? Mathilde ? Non, je n'ai jamais dit ça. Quand j'ai essayé de te rendre visite il y a 15 ans,
Henri m'a dit que tu étais en thérapie, que tu avais demandé à prendre tes distances avec la famille. J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro était coupé. J'ai pensé que tu ne voulais vraiment plus avoir de nos nouvelles. Un autre mensonge, une autre manipulation. Hélène, j'ai besoin de te raconter quelque chose. Tout. Pendant l'heure qui suivit, je lui révélai tout. La séparation d'avec Antoine, la grossesse, la mort de Margot, comment j'avais connu Henri, les années d'abus, et finalement, ce que nous avions découvert, qu'Henri avait tout orchestré depuis le début. Hélène était blanche comme un linge quand j'eus terminé. Ce monstre, ce maudit monstre. Mathilde, tu dois le dénoncer. Pas seulement divorcer, le faire condamner pénalement. Je vais le faire. Mais d'abord, je veux qu'il sache que je sais. Je veux voir son visage quand son monde s'effondrera. Ce soir, il y a un événement de l'entreprise, un dîner de bienvenue pour Antoine en tant que nouveau propriétaire. Henri y sera, probablement pour s'excuser, sauver son emploi. Au lieu de cela, il va être confronté à tout. Hélène serra ma main. Je serai là avec toi. Tu n'affronteras pas cela seul. Antoine s'approcha alors de notre table. Madame Hélène, enchantée. Je regrette que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Vous êtes Antoine. Hélène l'étudia. L'amour de sa vie. Je pensais que c'était une exagération quand elle en a parlé, mais en voyant comment vous la regardez, je comprends. Ce soir-là, je m'habillais avec soin. Antoine avait envoyé une équipe complète de stylistes à ma suite. Maquilleurs, coiffeurs et une robe qui devait coûter plus que toute ma garde-robe réunie. Elle était bleu nuit, élégante, et me donnait l'air puissante plutôt qu'invisible. Quand je me regardais dans le miroir, je ne reconnus pas la femme qui me renvoya mon regard. Cette femme avait de la confiance dans les yeux, de la détermination dans la mâchoire, de la dignité dans sa posture. « Ah, tu es magnifique !» dit Antoine quand il me vit dans le hall. « Comme tu l'as toujours été. » La salle de réception était pleine. Cadres, managers, personnel administratif, tous voulaient rencontrer le nouveau propriétaire. Henri était près de l'entrée, vêtu de son plus beau costume, répétant visiblement son discours d'excuses. Son visage, quand il me vit entrer au bras d'Antoine, fut un poème. Choc, confusion, puis rage à peine contenue. « Mathilde !» siffla-t-il quand nous nous approchâmes. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Rentre à la maison immédiatement. »« Non !» dis-je simplement, ma voix claire et forte. « Je ne retournerai jamais dans cette maison, ni vers toi. Tu te comportes comme une folle. Monsieur Beaumont, je suis navré. Ma femme n'est pas bien. Elle a des problèmes mentaux. La seule personne qui a des problèmes ici, c'est vous, Henri, dit Antoine d'une voix glaciale. Et ils sont sur le point de devenir très, très publics. Antoine fit un signe. Les grands écrans de la salle, installés pour des présentations d'entreprise, s'allumèrent. Et la présentation commença. D'abord, des documents scannés, le contrat de l'entreprise de déménagement d'il y a 30 ans avec la signature d'Henri, des registres montrant comment il avait accédé à des informations privées d'étudiants, des photographies de lui me suivant sur le campus. Les murmures dans la salle s'amplifièrent. Qu'est-ce que c'est ? Henri était livide, en sueur. C'est une erreur, une manipulation. Puis vinrent les enregistrements audio. Les enquêteurs d'Antoine avaient trouvé des collègues de l'université disposés à témoigner. Leurs voix emplirent la salle. Henri était obsédé par cette étudiante. Il parlait d'elle constamment. Il disait qu'un jour elle serait à lui, qu'il avait juste besoin du bon moment. Ça nous donnait des frissons, mais nous n'avons jamais pensé qu'il passerait à l'acte. L'écran suivant montra des registres financiers. Les dettes d'Henri, un demi-million d'euros, les casinos qu'il fréquentait, les mensonges sur des investissements qui étaient en réalité des pertes au jeu. Monsieur Renard détourne des fonds des comptes de frais de l'entreprise depuis 5 ans, annonça Antoine à toute la salle. De petites sommes, pensant que personne ne remarquerait. Mais quand nous avons racheté la société, nous avons tout audité. 80 000 € au total. Henri tenta de courir vers la sortie, mais 2 agents de sécurité le bloquèrent. Ce n'étaient pas des vigiles privés, c'étaient de vrais policiers. « Henri Renard, » dit l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour fraude en entreprise, harcèlement criminel et falsification de documents. Nous souhaitons également vous interroger concernant le décès d'un nourrisson en 1994. » La salle explosa en conversation. Tous regardaient, sortant leur téléphone, filmant.
L'humiliation d'Henri était totale et publique. « Mathilde, me supplia-t-il, tandis que les officiers lui passèrent les menottes. S'il te plaît, je peux tout expliquer. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était parce que je t'aimais. » Je m'approchai de lui, le regardant droit dans les yeux. « Ce que tu as fait n'était pas de l'amour. C'était une obsession psychotique. Tu as détruit ma vie. Tu as tué mon bébé. Tu m'as volé 30 ans. Et maintenant, tu vas payer pour chacun de ces crimes. »« Tu ne peux rien prouver concernant le bébé, » cria-t-il. Et à ce moment, je le vis. L'aveu dans ses yeux. Il savait exactement ce qu'il avait fait. « Tu viens d'avouer, » dit l'un des officiers avec satisfaction. « Cette conversation est enregistrée. » Hélène apparut à mes côtés, prenant ma main. « Je suis fière de toi, petite sœur. » Tandis qu'on emmenait Henri, criant menaces et supplications, Antoine passa son bras autour de moi. Toute la salle éclata en applaudissements. Pour moi, pas pour lui. Des cadres qui ne m'avaient jamais regardé 2 fois me souriaient avec respect. « Mesdames et messieurs, » dit Antoine, sa voix amplifiée, « voici Mathilde Duval, survivante de 30 ans de manipulation et d'abus. Et, à partir d'aujourd'hui, nouvelle directrice des ressources humaines de cette société, où elle s'assurera qu'aucun employé ne souffre de harcèlement ou d'abus sous notre toit. » Plus d'applaudissements. Je pleurais, mais c'étaient des larmes de soulagement, de libération, de justice, enfin rendue. « Directrice des ressources humaines, » murmurai-je à Antoine. « Si tu veux le poste, personne ne comprend mieux le harcèlement professionnel que quelqu'un qui a survécu au harcèlement domestique. Mais c'est ton choix, seulement si tu le veux. » Je regardais autour de la salle, toutes ces personnes qui me regardaient avec respect, ma sœur souriant de fierté, Antoine me regardant avec un amour qui n'avait jamais faibli. « J'accepte, » dis-je, ma voix claire et forte, et à cet instant, je ne récupérais pas seulement ma vie, j'en commençais une entièrement nouvelle. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau qu'Antoine avait conçu spécialement pour moi. Baies vitrées du sol au plafond, bureau en chêne massif, et au mur, encadré, une photographie de notre Margot que nous avions reconstituée numériquement à partir des rares photos qui restaient. Ma petite fille, enfin honorée, enfin convenablement célébrée. Le procès d'Henri avait été rapide et dévastateur pour lui. L'exhumation de Margot avait révélé l'impensable, des traces d'une substance qui avait causé un arrêt respiratoire. Henri avait brièvement travaillé comme auxiliaire en pharmacie avant l'université. Il avait les connaissances et l'accès. Combiné à la vidéo de sécurité de l'hôpital, aux témoignages d'infirmières qui se souvenaient d'un visiteur étrange cette nuit-là, et finalement à son quasi-aveu enregistré, le dossier était solide. 25 ans à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Henri aurait 85 ans s'il sortait un jour. Sa vie, comme la mienne l'avait été, était terminée. Mais la mienne ne faisait que commencer. Je touchais la bague à mon doigt. Pas encore de fiançailles, bien qu'Antoine ait fait allusion à des projets. C'était une bague de promesse, comme il l'appelait. Promesse que cette fois nous avons tout le temps du monde. Sans hâte, sans pression, juste nous deux, nous redécouvrant. Et c'est ce que nous avions fait. De longs dîners où nous parlions jusqu'à l'aube, des escapades le week-end dans des endroits dont j'avais toujours rêvé, des soirées tranquilles à lire ensemble, lui avec ses rapports financiers, moi avec les romans que je n'avais jamais eu le temps de savourer. À 62 ans, je me sentais plus vivante qu'à 20. Madame Duval, mon assistante, une jeune femme nommée Camille, passa la tête. J'avais insisté pour utiliser mon nom de jeune fille professionnellement. Le nom Renard était mort avec l'homme qui le portait. Votre sœur est là pour le déjeuner. Hélène entra avec un sourire radieux. Nous avions rattrapé tout le temps perdu, déjeunant ensemble chaque semaine, parlant quotidiennement. Elle m'avait présenté à mes neveux, de jeunes adultes qui ne se souvenaient pas de leur tante, mais l'accueillaient à bras ouverts. « Prête pour l'inauguration » demanda Hélène. « Presque » répondis-je en prenant mon sac. Nous allions à l'inauguration officielle du centre Margot Duval pour les victimes de violences conjugales, un refuge qu'Antoine et moi avions fondé ensemble. Il offrait l'hébergement, l'aide juridique, la thérapie, la formation professionnelle, tout ce dont j'avais désespérément eu besoin 30 ans plus tôt. La cérémonie fut magnifique. Je pris la parole devant la foule assemblée. Politiciens, militants, survivantes,
racontant mon histoire sans honte, sans me cacher. Chaque mot était une victoire sur le silence qu'Henri avait imposé. Ce centre, dis-je, ma voix claire et forte, est pour chaque femme qui pense qu'il n'y a pas d'issue, pour chaque personne piégée dans un cycle de violence qui croit le mériter. Je suis ici pour vous dire, il y a une issue, il y a une vie après, il y a de l'amour après. À 62 ans, je vis la vie que j'aurais dû avoir à 30. Il n'est jamais trop tard pour reprendre votre pouvoir. Les applaudissements furent assourdissants. Antoine, debout dans la foule, me regardait avec tant d'amour que mon cœur se gonfla. Ce soir-là, sur la terrasse de son penthouse, notre penthouse maintenant, puisque j'y avais officiellement emménagé, Antoine s'agenouilla. « Je sais que j'ai dit sans précipitation », commença-t-il en sortant un écrin de velours. « Mais Mathilde, je t'ai attendu 30 ans. Nous avons déjà perdu trop de temps. Veux-tu m'épouser ? Me donner le privilège de passer le reste de ma vie à te compenser les années qu'on nous a volées ? Oui, dis-je sans hésiter, sans peur, sans ombre du passé obscurcissant mon avenir. 1000 fois, oui. Nous nous mariâmes 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime avec Hélène, mes neveux et des amis véritables. Pas les apparences forcées qu'Henri avait exigées, mais des gens qui nous aimaient sincèrement. Quand Antoine m'embrassa à la fin de la cérémonie, je sentis que finalement, après 32 ans à traverser un désert, j'étais rentré chez moi. À 62 ans, j'ai découvert que la vie peut recommencer à tout moment, que l'amour véritable attend, que la justice, même tardive, arrive, et qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour reprendre son histoire et écrire sa propre fin. La robe indigne que je portais ce soir-là au gala, je l'ai donnée au centre Margot. Une survivante l'a portée pour son premier entretien d'embauche après avoir quitté son agresseur. Elle a obtenu le poste. Cette robe, comme moi, a eu une seconde chance. Et cette fois, nous avons toutes les deux brillé. Merci de m'avoir accompagnée dans l'histoire de Mathilde, une femme qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie, sa dignité et son amour véritable. Si cette histoire t'a ému, fait réfléchir ou simplement tenu en haleine jusqu'à la fin, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser ton pouce bleu. Ton soutien compte énormément pour moi et me motive à continuer de partager des histoires qui touchent le cœur et éveillent les consciences. Dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu nous regardes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette histoire ? Connais-tu quelqu'un qui a vécu une situation similaire ? Quel message retiens-tu de l'histoire de Mathilde ? Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, que l'amour véritable existe et qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. On se retrouve dans la prochaine histoire. Souviens-toi, ta vie peut changer en un instant. Garde ton cœur ouvert aux secondes chances. Avertissement important, cette histoire est entièrement fictive. Tous les personnages, noms, situations, événements et circonstances narrés sont le fruit de l'imagination et ont été créés exclusivement à des fins de divertissement, de réflexion et de valeur émotionnelle. Ce récit ne représente pas des faits réels, des personnes réelles, vivantes ou décédées, et n'est pas basé sur des événements véridiques. Toute ressemblance avec des situations, des lieux ou des personnes réelles est purement fortuite.